Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le coup de froid sur le marché des introductions en bourse en Europe notamment. C'est un sujet qui est à la une, on y reviendra ce soir avec nos invités à partir de 17h, mais on peut noter quand même 2 introductions en bourse prévues cette semaine qui se retirent du processus. Aux Pays-Bas, Coolblue, qui est une grosse société de e-commerce dans le pays, et puis en France également la biotech NH Theragix qui finalement reporte son projet d'introduction en bourse. Ça nous montre un peu l'ambiance du moment sur les marchés, avec des conditions de marché qui ne sont plus aussi favorables qu'il y a quelques mois pour les sociétés qui entrent en bourse. Et puis on suivra avec attention le sort d'OVH après une nouvelle panne massive aujourd'hui qui aura duré quelques heures ce matin à la suite d'une erreur humaine, nous a précisé Octave Klaba, le fondateur d'OVH sur Twitter. A priori, les services sont rétablis à l'heure où on se parle, à la mi-journée, et OVH, pour l'instant, doit entrer en bourse sur le marché parisien d'Euronext ce vendredi. Ce sera, si l'opération se fait, la plus grosse opération de l'année avec une levée de fonds de 350 à 400 millions d'euros. OVH à suivre donc, a priori, toujours dans les starting blocks pour son introduction en bourse. Du côté des résultats d'entreprise, de bonnes nouvelles rassurantes sur le front du luxe avec la publication de la croissance de LVMH au 3e trimestre, plus 20% en organique. On est à plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé pour LVMH. Dans les attentes du marché, les messages sont plutôt rassurants, notamment sur le comportement du consommateur chinois. LVMH n'observe pas de rupture de tendance sur la consommation en Chine pour ses produits. Et puis LVMH qui n'est pas inquiet non plus en matière d'approvisionnement, une grande partie de sa production étant localisée en Europe aujourd'hui. Et puis on notera également, alors dans le monde de la techno, SAP qui relève ses prévisions, une des plus grosses valeurs technologiques aujourd'hui en Europe, à Francfort précisément. SAP qui relève ses prévisions pour la 3e fois cette année, grâce notamment à l'informatique dématérialisée. SAP gagne 3% environ à Francfort et LVMH fait figure de vedette aujourd'hui au sein du CAC 40. Le titre a ouvert en légère baisse, mais c'est bien repris depuis et permet d'ailleurs au CAC d'être légèrement positif à mi-journée. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis 2 sujets chauds dont on va parler avec nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse. Inflation et allocation d'actifs. Comment peut-être repenser stratégiquement son allocation d'actifs face au risque inflationniste qui est plus que jamais présent sur les marchés. Et puis l'autre question chaude, pourquoi est-ce qu'il est temps aujourd'hui de se réintéresser aux actions chinoises? On en parlera avec nos 2 invités qui vont nous accompagner en plateau pendant cette demi-heure. Les marchés européens qui sont à peu près positifs à mi-séance, les infos clés avec Alix Nguyen. La bourse de Paris avance à tâtons, suspendue aux résultats du 3e trimestre dont la saison commence tout juste. Le leader mondial du luxe LVMH, le premier à s'être prêté à l'exercice hier, fait état d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au 3e trimestre, et ce malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en Asie et aux États-Unis. Les 3 mois d'été de 2020 révèlent des signes de redressement de l'activité par rapport à la période avril-juin. Les ventes du groupe ont contenu le recul à 7% grâce à la division mode et maroquinerie, déjà en rebond de 12% au 3e trimestre 2020 grâce à la Chine. Aux États-Unis, la banque JP Morgan Chase et le spécialiste de la gestion d'actifs BlackRock ouvrent le bal cet après-midi. Le sujet en tête des préoccupations reste celui de l'impact de l'inflation sur la reprise économique du fait des prix de l'énergie, sans compter qu'aujourd'hui à 14h30, les États-Unis vont dévoiler les prix à la consommation en septembre, un impact qu'on attend mentionner ce soir dans le compte-rendu du comité de politique monétaire de la Fed. Si la question du calendrier du tapering de la Fed persiste, une autre interrogation lui vole la vedette. Il s'agit désormais de savoir à quel moment interviendra la prochaine hausse des taux. À noter que les membres du FOMC sont équitablement partagés à 9 contre 9 quant à la perspective d'un resserrement monétaire
monétaire fin 2022. Focus sur les marchés asiatiques, ils évoluent en ordre dispersé ce matin. Le CSI 300 des principales capitalisations de Shanghai et de Shenzhen gagnait 1,15% en fin de séance, avantagé par la progression de plus de 28% sur un an des exportations chinoises au mois de septembre. Impactée par un typhon, la bourse de Hong Kong était fermée aujourd'hui. Et puis on relève que les fournisseurs d'Apple reculaient ce matin alors que le groupe américain devrait réduire ses objectifs de production d'iPhone 13 pour 2021 du fait de la pénurie de semi-conducteurs. Et puis on termine avec quelques valeurs. SPI progresse de plus de 7%. Le spécialiste des services multitechniques annonce son retrait du processus d'enchère pour l'acquisition d'Equance, filiale d'Engie. Dassault Systèmes progresse dans le siège de SAP grâce à l'accélération de son activité dans le cloud. Le groupe allemand a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Et puis on termine avec l'histoire d'un très mauvais timing. À 2 jours de son introduction en bourse sur Euronext, OVH Cloud, le fournisseur français de services cloud, connaît une panne généralisée et rend des milliers de sites internet inaccessibles. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. C'est le premier sujet chaud de cette demi-heure de Smart Bourse, inflation et allocation d'actifs. On en parle avec Michael Nizar qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements multi-actifs chez Edmond Rothschild Asset Management. Inflation effectivement. Alors on est tous trop jeunes pour avoir connu des grandes périodes d'inflation historique. Oui, je le dis autour de cette table. On est tous trop jeunes pour avoir connu ça. Il faut donc quand même peut-être regarder un petit peu ce que l'histoire peut nous apprendre en la matière, notamment du point de vue des marchés. Michael, est-ce qu'il y a des périodes de références particulières auxquelles on peut peut-être se référer justement un peu aujourd'hui? Oui, exactement. C'est-à-dire que les marchés, généralement, cherchent des points d'ancrage, des repères dans l'histoire économique. Et effectivement, quand on parle de stagflation, on pense tout de suite aux années 70. Et en fait, on est quand même très loin de cette situation où on avait vu une décélération très nette de la croissance dans les années 70, voire même une récession, avec un taux de chômage qui avait fortement monté de 3,5 à près de 10% en l'espace de 4-5 ans. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est plutôt sur un momentum économique. Certes, le rythme de croissance est plutôt modéré, et plus modéré, mais par contre, on est quand même sur un momentum économique qui est vraiment très positif, avec surtout un taux de chômage qui a baissé et qui se situe aujourd'hui sur le marché américain légèrement au-dessus de 5%. Donc ça, c'est la première différence. L'autre différence, c'est qu'en fait, dans la boucle prix-salaire, on n'a pas de spirale aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui pour les prochains mois. On voit effectivement qu'il y a une tension sur le coût salaire, notamment horaire, qui augmente mois après mois sur un rythme annuel aux États-Unis. Mais néanmoins, on est très loin du pouvoir de négociation salariale qu'avaient à l'époque les acteurs économiques dans les années 70. Aujourd'hui, on est sur un pouvoir de négociation qui, certes, va se matérialiser sur les prochains mois. On va avoir normalement des remontées des niveaux de salaire, mais en tout cas pas du tout sur le même niveau, avec effectivement un pouvoir de négociation qui s'est plutôt affaibli. Et toujours dans les années 70, on avait des taux nominaux qui étaient beaucoup plus élevés, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des taux nominaux qui sont encore légèrement négatifs à l'heure où je vous parle, parce que la dynamique est quand même plus rapide depuis quelques semaines sur les taux euros, mais on est encore en territoire négatif sur les taux nominaux de la zone euro, par exemple. Donc ça, c'est la première analogie. L'autre analogie que le marché pourrait être tenté de faire, c'est de regarder les années plus récentes, les années 2004-2005, où effectivement, on voyait titrer d'ailleurs en avril 2005, je crois, dans The Economist, Stagflation. Donc toujours ce spectre qui revient. Néanmoins, effectivement, on a vu que dans cette période-là, les prix du pétrole avaient fortement augmenté. On avait fortement vu cette progression du niveau du pétrole, au moment même où en fait on avait vu un pic au niveau des directeurs d'achat, les indicateurs avancés, notamment aux États-Unis, qui avaient commencé à partir de 2004. Néanmoins, ça n'avait pas empêché la bourse de progresser parce qu'en fait il y avait une perception d'un milieu de cycle économique. On avait eu certes en fait une baisse des multiples de valorisation, le PE, qui avait plutôt baissé, mais effectivement les marchés avaient continué de progresser parce qu'effectivement il y avait cette perception d'un mid-cycle slowdown. Aujourd'hui, un ralentissement de milieu de cycle. Exactement. C'est ça. Tout à fait.
Aujourd'hui, la situation, elle est certes différente, mais les défis n'en sont pas moins importants. D'accord. C'est pas parce que le parallèle trouve vite ses limites avec les années 70 ou la période 2005, 2007, 2008, comme vous dites, Mickaël, qu'il n'y a pas un sujet quand même aujourd'hui sur l'inflation. Exactement, parce que il nous semble en fait qu'il y a cette inflation, en fait, elle irradie différents canaux. Microéconomique, le canal macroéconomique et aussi le canal financier. Alors bien sûr, on sait le commencement, effectivement, suite au Covid, on a eu en fait des difficultés de l'approvisionnement. On a un coût du fret maritime qui a explosé, x7 sur un an. D'ailleurs, CMH, CGM en fait a annoncé en fait un gel de ses prix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a quand même un gel de prix sur des niveaux très très élevés. On a ensuite une carence, en fait, une succession de carences sur différentes matières. Ça a commencé par le bois. On le voit récemment avec les prix de l'énergie, la multiplication par 4 du prix du gaz, des droits carbone, du charbon, du prix de l'uranium et très récemment du prix du pétrole. Donc ça, c'est le prix matière. Donc les bases de coûts de production vont augmenter. Et puis on a dans cette succession d'avaries, on voit devant nous poindre d'autres difficultés, des pressions peut-être sur les marges liées à une augmentation des salaires. Et puis on a aussi une hausse du marché immobilier qui dépasse les 15% sur un an aux États-Unis. Donc ça donne un peu la photographie un peu globale au niveau macroéconomique des difficultés qu'on va peut-être pouvoir rencontrer dans les prochains mois. Mais surtout, au niveau microéconomique, ça va pressuriser un petit peu plus les entreprises. Quand vous regardez par exemple les marges des entreprises, pour l'instant elles sont sur des niveaux et sur un plateau plutôt élevé. On est sur 12% attendu sur les marges américaines pour 2022, 10% sur la zone euro. Mais sauf qu'en fait elles sont à risque. Alors, est-ce qu'elles sont à risque pour la prochaine publication de résultats ou celle Est-ce que c'est pour le trimestre ou c'est pour les prochains? Oui. On ne le sait pas. Mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on risque d'avoir un pic sur les EPS, donc sur la génération de bénéfices des entreprises. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, on peut avoir un pincement des marges dû à ces coûts de production qui vont plutôt augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est en train de s'irradier progressivement vers des indicateurs purement financiers. Quand vous regardez les anticipations d'inflation, notamment les points morts inflation, que ce soit sur la zone américaine ou sur la zone européenne, on n'a pas arrêté de progresser. On a une dynamique qui est vraiment presque à la verticale. Et surtout, on est sur des niveaux un peu clés. Quand vous regardez, alors en anglais, le break-even 10 ans, donc c'est le point mort inflation 10 ans sur les taux américains, on est sur 2,52 aujourd'hui. Historiquement, la zone 2,60 a toujours bien tenu. Mais qu'est-ce qui se passerait, effectivement, si on avait un désancrage des anticipations d'inflation? Parce que la Banque centrale américaine paraît peut-être un peu plus derrière la courbe. Et donc, il y a peut-être ce risque-là qui est en train d'être pricé par les marchés. Ce point mort d'inflation 10 ans aux États-Unis, là, autour de 2,50, c'est, comme vous dites, c'est un niveau clé. C'est-à-dire que la Fed, depuis longtemps, quand elle projette le taux d'équilibre naturel de l'économie américaine sur le très long terme, on est à 2,50 aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui veut dire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est un chiffre qui est cohérent avec ce qu'on anticipe aujourd'hui. Vous dites, je rappelle toujours, on cherche depuis 10 ans, les banques centrales cherchent depuis 10 ans à raviver une inflation qui était moribonde, trop moribonde depuis 10 ans. Là, le sujet, c'est la vitesse à laquelle ça va, la vitesse à laquelle ça se diffuse et la vitesse à laquelle on peut avoir des effets d'indexation d'une inflation liée à l'offre dans une inflation peut-être plus structurelle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a parlé des effets sur la microéconomie, sur possiblement la macroéconomie qui viendra possiblement plus tard, mais sur les marchés financiers, il y a un rapport de force qui est en train de se matérialiser entre les marchés et la Banque centrale américaine, sachant que autour de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne, on a déjà des banques centrales qui ont remonté les taux parce que l'inflation grimpe. Monte trop vite. Je pense notamment à la Pologne. Donc il y a la Nouvelle-Zélande qui a remonté les taux. La Banque d'Angleterre qui relèvera certainement très agressive sur cette communication. Prochainement, la Banque de Corée. Ouais. Et donc de plus en plus, on commence à voir les marchés se gripper autour de cette thématique, à savoir est-ce que le taper qui arrivera au mois de novembre n'est pas finalement peut-être insuffisant par rapport aux tensions inflationnistes qu'on est en train de voir. Et donc, on est en train de voir un point clé pour nous, allocataires, qui est que les taux courts sont en train de se tendre significativement.
Donc on a déjà sur 2022 une hausse de taux de la banque donc anticipée pour les États-Unis qui est de l'ordre de 40 BP, 35 à 40 BP. C'est beaucoup, surtout quand une banque centrale nous dit que pour l'instant, il y a les remontées de taux sont plutôt à voir un petit peu plus tard. Ouais. Donc je pense que c'est un point névralgique quand on regarde les taux courts pour l'allocation d'actifs en fait. Parce que autant quand on voit la partie longue se déformer, se tendre, on a généralement une pontification de la courbe et ça traduit le fait qu'il y a une confiance dans l'avenir au niveau du cycle économique. Plus de croissance et plus d'inflation demain. Tout à fait. Autant quand on commence à voir des taux courts qui s'emballent un peu trop vite, alors que la Banque centrale nous dit autre chose, ce bras de fer qui est en train de commencer, il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps parce que sinon, cette fois, ça serait les marchés actions qui pourraient commencer à devenir à risque à cause des tensions inflationnistes naissantes et aussi à cause de ce bras de fer marché versus banque centrale. Point névralgique, ça veut dire que dans les allocations et dans la partie stratégique des allocations d'actifs, il faut quand même probabiliser ce scénario. Alors comme le disait magnifiquement un gérant, un de vos confrères hier en plateau, il faut que le marché s'ouvre peut-être plus que jamais à l'idée que l'inflation ne sera pas que transitoire. Et le marché, son job, c'est de probabiliser justement ces situations. Comment ça se retrouve dans une allocation d'actifs aujourd'hui, Mickaël ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet à court terme et à moyen terme. À court terme, dans la même année, on est en train de voir un risque de voir 3 pics en même temps dans la même année. Un pic de croissance. Ensuite, en fait, on a eu... d'abord un pic de liquidité autour du mois de mars. Alors bien sûr, la liquidité, l'injection reste vraiment positive, mais malgré tout, on a quand même une décélération de l'injection de liquidité mondiale. Donc on a un pic sur la liquidité, sur le rythme d'injection. On a eu un pic en fait sur la croissance dans les pays avancés, et possiblement on peut avoir un pic aussi au niveau des earnings et donc de ces bénéfices par action. La bonne nouvelle aurait été aussi de voir un pic sur l'inflation. Sauf qu'en fait, le pic sur l'inflation, nous semble-t-il, devrait plutôt arriver au S1 de 2022 et pas pour cette année. Donc on le verra d'ailleurs dans les prochains chiffres apparaître sur le CPI. Donc le sujet de court terme, c'est la volatilité liée finalement à cette résurgence des tensions inflationnistes. Et puis sur le moyen terme, effectivement, c'est de savoir si l'actif taux d'intérêt dette souveraine est encore un actif crédible pour protéger un portefeuille quand on a un portefeuille équilibré, on va dire 60% actions, 40% taux. Eh bien, la question aujourd'hui, elle est beaucoup moins évidente qu'il y a encore quelques années ou quelques mois. Et comment on se prépare alors ? Alors, comment on se prépare ? Sur la partie obligataire, de plus en plus, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une méthodologie de travail et une approche de type bond allocation, c'est-à-dire être à la fois diversifié sur les actifs obligataires, donc ne pas regarder simplement les actifs européens, mais aller chercher du rendement là où ils se trouvent, sur les pays émergents, notamment sur la dette court terme, en devise dure, aller sur la partie américaine, parce qu'il y a effectivement aussi du rendement. Donc être vraiment diversifié. Deuxièmement, être sélectif, vraiment rentrer dans le détail du risque idiosyncratique de chaque titre pour éviter éventuellement des déconvenus. Et puis troisièmement, gérer de manière flexible la duration. Quand vous voyez que cette année, en l'espace d'un an, on a une contre-performance de l'ordre de 250 points de base, donc 2,5% sur la dette souveraine. Quand on regarde le Bloomberg Global Index sur la partie Govies gouvernementale, on voit clairement qu'il faut gérer de manière dynamique. Bon, cette année, effectivement, on a réussi à gommer vraiment toute cette contre-performance par cette approche flexible, en ajoutant même du rendement. Mais donc, il faut, je pense, de plus en plus être à la fois flexible et vraiment diversifié avec cette approche bond allocation. La deuxième partie sur les actions, c'est d'avoir une gestion beaucoup plus protégée. Alors, protégée, c'est-à-dire protégée non pas par les taux d'intérêt, mais protégée par la volatilité. Donc je prends l'exemple du marché américain. Il y a une prime de risque qui est quand même relativement intéressante. Il faut continuer à la capter en maintenant des actifs sur les actions. Mais par contre, commencer à rentrer et à préparer des portefeuilles en achetant de la volatilité à bon compte et en protégeant les portefeuilles avec des options, qu'elles soient listées ou pas, mais en tout cas qui puissent permettre d'ajouter un peu de convexité dans les portefeuilles. Mais le message, Mickaël, c'est plus juste une histoire tactique. Oui, il faut gérer le bruit, la volatilité à court terme sur l'inflation, mais ça commence à devenir un sujet stratégique pour les allocations d'actifs sur le moyen long terme. Exactement. Avec des vraies réflexions sur quel actif aujourd'hui peut encore être crédible dans une allocation d'actifs pour protéger le portefeuille. La volatilité n'a jusqu'à présent jamais déçu en termes d'aspect contracyclique en fait, par rapport au marché action. Merci beaucoup Mickaël. Mickaël Nizard, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management.
C'est l'autre sujet du moment, les actions chinoises. Pourquoi est-ce qu'il est temps de revenir sur le marché chinois? C'est la question qu'on pose à Elena Kocheleva. Bonjour Elena. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérante chez Gemway Assets, société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions dans les pays émergents avec des fonds dédiés à l'Asie, à la Chine notamment. Vous êtes resté très prudent jusqu'à présent sur les actions chinoises, en tout cas tout au long de cette année 2021, Elena. Et là, les équipes de Gemway Assets nous disent c'est le moment de revenir. Pourquoi ? Exactement. Je suis très heureuse d'intervenir après Michael et un message un petit peu prudent quelque part sur le monde développé et plusieurs pics. Là, pour le coup, en Chine, typiquement, l'indice MSCI China a piqué au mois de février et perd depuis 30%. Et les titres les plus emblématiques des titres d'Internet perdent la moitié de leur valeur par rapport à ce moment-là également. Plus de 400 milliards partis en fumée pour Alibaba. La même chose, un peu plus pour Tencent. Et en fait, donc effectivement, on a été devenu prudent fin de l'année dernière. D'ailleurs, j'étais venue sur le plateau une semaine avant normalement l'annonce de la cotation de Ant Financial qui finalement n'a pas eu lieu. Et donc, ça, c'était quelque part le pic du titre de Alibaba qui détient 33% de la société. Et derrière, donc, on a eu toute une série de pressions réglementaires en Chine. On a eu le secteur d'Internet, on a eu le secteur de l'éducation, santé également. Et puis au mois de septembre, on a eu le secteur de l'immobilier qui a fait un peu la une des journaux. Bien qu'encore une fois, c'est important de rappeler, c'est un secteur qui est très important pour l'économie chinoise, pour le consommateur chinois, pour lequel ça représente 60% de leur richesse, la richesse des ménages. Donc le gouvernement chinois va intervenir pour sauver la situation. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, le paradigme, quelque part en Chine, a changé. Typiquement, en début des années 2000, on avait une population active qui était croissante. On a rajouté tous les ans 15 millions de personnes dans la population active, alors qu'aujourd'hui, la population active baisse entre 1 et 2 millions de personnes par an. Donc, l'importance pour l'économie chinoise n'est plus aujourd'hui la croissance à tout prix, mais c'est plutôt la population, il y a la problématique de vieillissement de la population. La prospérité commune. Exactement. Pour reprendre la terminologie chinoise. Exactement. Ouais. Donc, dans cet environnement-là, le gouvernement prend à cœur de mettre en place certain nombre de mesures, d'autant plus que la période pendant laquelle tout ceci se fait est une période de croissance forte. Tout à l'heure, il y avait le message sur les exportations chinoises, effectivement, hausse de 28% sur le mois de septembre. Un chiffre intéressant à retenir, c'est que sur les 12 mois glissants, les exportations chinoises sont en hausse de 30% par rapport au niveau de 2019. Donc, c'est une période qui est quand même exceptionnelle. Ce qu'il faut dire, Elena, c'est important parce qu'on parle des pénuries, des ruptures, des problèmes d'approvisionnement. Il faut garder en tête la big picture. Le monde, et notamment la Chine, n'a jamais autant produit de biens qu'aujourd'hui. Exactement. Parce que la demande est incroyable. Même s'il y a des tensions, ces tensions, elles viennent parce que l'appareil productif tourne comme il n'a jamais tourné auparavant. Exactement. Et donc actuellement... D'où les exportations, voilà. D'où les exportations et d'où aussi le fait que là, on est en train de parler de coupes énergétiques en Chine, des restrictions à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que justement, l'appareil productif a tourné à plein régime. Il a tourné plus fort qu'attendu, tandis que la Chine a quand même mis en place des objectifs de réduction d'intensité énergétique. Typiquement, l'objectif, c'est de baisser de plus de 13% sur les 5 prochaines années. Et donc, on s'est rendu compte au bout de 9 mois que cette année n'a pas respecté les 3% de baisse attendue. Du coup, tout le monde se précipite pour le faire. L'objectif de cette année, quand même, c'est au minimum 6% de croissance du PIB. Rappelons qu'on avait plus de 12% de croissance du PIB sur la première moitié de l'année. Donc, le gouvernement peut se permettre encore de laisser l'économie ralentir. Un autre quand même point intéressant à retenir, c'est que le gouvernement chinois avait pour objectif de doubler le PIB chinois d'ici 2035, ce qui sous-entend 4,7% de croissance du PIB par an en moyenne.
Donc typiquement, c'est fort possible qu'à partir de l'année prochaine, en tout cas, on a un certain point d'inflexion. Et là, pour le coup, la politique monétaire qui a été restrictive, qui reste encore restrictive aujourd'hui en Chine, pourrait se retourner. C'est ce qui se passait historiquement, mais qui pourrait se retourner une fois que le gouvernement se rendra bien compte que l'économie ou le ralentissement économique est bien trop fort et qu'il est temps de redonner un petit peu d'air à l'économie. Et donc c'est ça le point clé pour répondre. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de se réintéresser aux actions chinoises? Vous dites parce qu'on n'est pas loin d'un point d'inflexion là en matière de policy mix peut-être en Chine. Exactement. Donc il y a effectivement une bonne partie du risque réglementaire qui est déjà pricé dans le cours. Les titres, encore une fois, comme Alibaba par exemple, se traitent avec 17 fois les earnings de l'année prochaine, ce qui est très attractif. Alors c'est ça la question, Elena. Est-ce qu'on revient sur les actions chinoises avec la même méthode, la même grille de lecture qu'on avait auparavant? Est-ce qu'on se rue sur du Alibaba aujourd'hui qui est à prix cassé? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées justement au regard du cadre réglementaire qui a beaucoup évolué ces derniers mois? Tout à fait. D'une part, effectivement, l'Internet chinois, ça reste un secteur quand même intéressant en vue des valorisations. Il faut y aller progressivement, il faut faire très attention. On va regarder de près les publications du troisième trimestre et les objectifs donnés par les sociétés, leur communication. Donc ça, c'est important à surveiller. Il faut savoir que la pression réglementaire, il y a une bonne partie qui est faite, mais la pression réglementaire dans l'avenir, elle ne va pas se calmer. Il y aura toujours, de temps en temps, des annonces qui vont être faites. Par ailleurs, on peut s'aligner aussi avec le gouvernement, à savoir typiquement l'objectif neutralité carbone d'ici 2060. Eh bien, ça va être les secteurs d'énergie alternative, typiquement les panneaux solaires, le véhicule électrique ou, par exemple, distribution d'électricité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut renouveler tout le réseau électrique afin de connecter les différentes sources d'énergie, énergie fossile, mais également les énergies renouvelables. Et en fait, c'est tout un travail d'investissement qui est à faire. Voilà. Bon, voilà, très intéressant, effectivement. Hein. C'est donc le moment de revenir sur les actions chinoises, nous disent les spécialistes de Gemo Asset. Il nous reste 1 minute. Je voulais qu'on dise un mot de la Russie et du marché russe, notamment, qui est un marché chaud cette année, Elena, parce que très forte progression. C'est un marché qui est toujours flagué comme un marché value avec un tilt très énergie, bien sûr. Donc là, on a l'impression que c'est un marché qui coche toutes les bonnes cases du moment pour les investisseurs. Est-ce que vous adhérez, est-ce que vous participez à la hausse du marché russe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Nous, on était déjà bien surpondérés sur ce marché depuis le début de l'année, même l'année dernière, essentiellement à travers le secteur du gaz, mais également la partie bancaire, parce que j'ai envie de dire, investir en Sberbank en Russie, c'est comme investir sur le secteur pétrolier sans les risques adjacents, éventuellement de taxation supplémentaire sur les dividendes ou autres. Bref, mais en tout cas, oui, cette année, c'est une année qui est très porteuse pour la Russie, d'autant plus qu'il faut savoir que la Russie aujourd'hui se rend bien compte, le gouvernement notamment, que d'ici quelques années, le pétrole et le gaz moins, mais surtout le pétrole, va être moins une source de revenus. Donc, quelque part, il faut aussi accélérer de remplir un petit peu le budget, de créer des fonds de réserve plus conséquents afin de faire face au changement de paradigme là, également sur le secteur de l'énergie. Donc, tout à fait. Pour l'instant, oui, le marché russe, clairement, reste très intéressant. Merci beaucoup, Elena. Merci pour votre éclairage sur les marchés émergents Chine et Russie avec Elena Kocheleva, gérante chez Gemway Assets. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. En tout cas, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.